Nouvelle édition du journal sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue dans votre journal. Riposte contre la maladie à virus Ebola qui frappe 6 provinces du pays. Le ministre de la Santé a réceptionné un premier lot de 16 520 doses des vaccins en verbo financés par Gavi. Suivez. C'est un premier lot de 16 520 doses des vaccins Everbo contre la maladie à virus Ebola sur un total de 50 120 attendus entre le 21 et le 24 août 2026 qui a été réceptionné à l'aéroport international d'Ndjili par le ministre de la Santé. Vous savez que la RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui est très sérieuse, une épidémie qui a déjà fauché des centaines et des centaines de nos compatriotes. On est déjà plus de 2300 personnes décédées et une épidémie qui a déjà fait plus de 5000 personnes touchées. Et on s'est rendu compte effectivement que les seules mesures de santé publique devraient être accompagnées d'autres mesures, notamment les mesures médicales. Et donc, nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin Ervebo, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin en sachant que il va y avoir deux phases. Une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. Donc, nous avons pu obtenir ce vaccin grâce notamment à tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination, dont Gavi, pour pouvoir utiliser ce vaccin. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Fabriqué en Allemagne par MSD, ce vaccin ont transité par la Suisse, le Luxembourg et la Belgique avant leur acheminement à Kinshasa. L'Institut national de santé publique, INSP, a organisé une conférence de presse avec l'appui de partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, sur l'évolution de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Le directeur général de l'INSP a invité les communautés à s'impliquer activement dans cette lutte pour un pari gagné. Suivez. Lors de la conférence de presse sur la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola de souche Bundiguyo, directeur général de l'Institut national de santé publique INSP, Dieudonné Mwamba, a de prime abord dressé un état des lieux de l'évolution de cette épidémie en RDC. Autour de 5337 cas confirmés et avec comme décès confirmés 2557 cas confirmés, avec une létalité autour de 47,6%. Mais nous avons aussi des guéris. Vous avez vu que nous avions des guéris depuis quelques semaines qu'on a commencé la riposte. À ce jour, nous avons plus de 1167 personnes guéries. Face à cette épidémie, les mécanismes, les interventions, les actions de riposte sont en place. Donc les piliers sont à pied d'œuvre depuis le premier jour de la déclaration de cette épidémie et nous sommes en train de renforcer, d'intensifier les actions, les interventions. Au regard de l'augmentation du taux de létalité lié à cette épidémie qui s'élève à 47,6%, est-il opportun de déclarer l'état d'urgence sanitaire en RDC? Répond à cette préoccupation, le DG Dieudonné Mwamba estime que, comme les interventions sont en cours, ce n'est pas le moment d'élever une telle option. L'épidémie, c'est le nombre de décès qui est le plus élevé de tout comparé à toutes les autres épidémies antérieures dans notre pays. Les interventions sont en cours au niveau des provinces touchées. Ce n'est pas qu'il y a un dispositif qui ne permette pas vraiment. Il y a des défis, certes, oui, les défis sont là, mais
les interventions continuent à se mener. Donc il n'y a pas que ce facteur qu'il faut prendre en compte, il faut voir l'ensemble des éléments de la réponse. Par ailleurs, le DG de l'Institut national de santé publique a donné des précisions sur les mécanismes mis en place pour contenir la propagation du virus Ebola dans les zones touchées à forte densité où il y a des déplacements de masse. Donc c'est pourquoi nous avons renforcé le contrôle au point d'entrée, au point de contrôle. Les points d'entrée, c'est comme au niveau des aéroports, au niveau de l'aéroport de Kinshasa, l'aéroport de Bunia, l'aéroport de Kisangani, à l'aéroport d'Isiro, de Buta. Donc partout là, nous avons renforcé le dispositif de contrôle, donc le screening des passagers qui viennent de ces zones-là. Donc on a mis tout un dispositif. Comme on le voit, à travers l'INSP et avec l'appui de ses partenaires, le gouvernement de la RDC est en train de gérer efficacement la riposte contre cette énième épidémie d'Ebola. L'espoir est donc permis de voir cette dangereuse maladie être vaincue dans les prochains jours. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu vendredi l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo. Le partenariat stratégique entre le groupe belge Umicore et la société du terril de Lubumbashi était au centre de leur échange, en effet soutenu par une garantie financière de l'État belge. Ce projet industriel vise à mettre fin à l'exportation brute en imposant la transformation locale du germanium, des biguilles et les transferts des technologies vers la main-d'œuvre congolaise. L'audience a également permis d'évaluer la coopération militaire incluant la formation de la 31e brigade de réaction rapide à Kindu, l'appui aux officiers de Kananga et les soutiens médicaux au Konkokolo ainsi que les avancées politiques liées à la préparation du dialogue national. La société civile Force Vive du territoire des Mambasa en province de l'Ituri a annoncé samedi la levée de sa mesure des boycotts fiscaux et appelé la population à reprendre les paiements des impôts, taxes et autres obligations légales dans une déclaration rendue publique à l'issue d'une réunion élargie. La structure citoyenne indique avoir procédé à une analyse approfondie de la situation sécuritaire du territoire avec le représentant des confessions religieuses, de la jeunesse, des opérateurs économiques, les taximens, des organisations locales et des femmes et d'autres couches de la population. Regardez. Nous, Société civile Force Vive du territoire de Mambasa, réunis ce samedi 22 août 2026 avec les représentants des confessions religieuses, de la jeunesse, des opérateurs économiques, des taximens, des organisations locales, des femmes et d'autres couches de la population, avons procédé à l'analyse approfondie de la situation sécuritaire du territoire de Mambasa. Après échange et débat franc, nous tenons à saluer les efforts déployés pour lutter contre l'insécurité, ce qui fait une accalmie précaire à ce jour. Au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, considérant que la lutte contre l'insécurité est une responsabilité collective, population du territoire de Mambasa, nous devons faire autant pour vaincre les ADF et restaurer la paix. Nous demandons donc à toute la population de reprendre le paiement des impôts et taxes et de renforcer sa collaboration avec l'armée et autres services de sécurité en donnant des renseignements utiles et fiables. Cependant, nous demandons au ministre des Finances d'alléger certaines taxes aux commerçants victimes des atrocités et ceux du territoire de Mambasa en général pour les pertes subies durant cette période de sécurité généralisée. Nous continuons à interpeller les gouvernements de la province de l'Ituri et le gouvernement central à renforcer les effectifs militaires, à améliorer la logistique et les équipements, à intensifier les opérations de grandes envergures contre les terroristes ADF, assurer la protection des civils
et à assister les déplacés de guerre. Nous réitérons enfin notre recommandation de remplacement de certains officiers inactifs ayant dépassé plus de 5 ans dans la 31e brigade de défense principale en territoire de Mambasa. Nous appelons en définitive toutes les forces vives de Mambasa à rester unies, vigilants et solidaires. Sachez que le bourgmestre de la commune d'Engaba a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour manquement grave. Il s'y est de rappeler que dans un communiqué daté du 15 août, les caucus des conseillers communaux de Kinshasa dénonçaient l'interpellation arbitraire d'un conseiller municipal de Ngaba par un service de sécurité mandaté par le bourgmestre en violation de la loi. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, annonce une accalmie aux environs d'Ebeni, fruit de l'effort collectif FARDC, UPDF, service de sécurité et population contre les ADF. Pour l'autorité provinciale, la liberté des cultes doit être respectée, déconstruisant ainsi l'argument religieux utilisé par les ADF pour justifier les tueries au Nord Kivu et en Ituri. Regardez. Le chef de l'exécutif provincial a indiqué que les forces armées de la RDC, le service de sécurité et la population collaborent pour mettre fin à l'activisme des ADF dans le Grand Nord. Il a indiqué que les tueries dans le Nord Kivu, Ituri et d'autres provinces ne valent pas la peine. Le gouverneur a annoncé une accalmie observée dans les environs de Beni après la série d'événements malheureux qui ont entayé plusieurs villages dans les territoires de Beni et Lubero. Pour le gouverneur, cette relative accalmie est le fruit d'un effort collectif phare de SUPTF, service de renseignement, police et la population. Voilà. On est en train d'observer une accalmie après les événements malheureux derniers tout près de la ville de Beni. L'armée ainsi que les autres services, la population, tout le monde travaille pour régler cette affaire des ADF. Et nous pensons même que, pas seulement dans Kivu et dans d'autres provinces, Ituri et partout où on a eu des tueries, ça ne vaut pas la peine. Le général-major Somo Kakule Evariste a à cette occasion lancé un message de sensibilisation à l'endroit des combattants ADF sur les possibilités d'imposer une religion par la violence. Pour l'autorité provinciale, la liberté des cultes doit être respectée. Il a tenu à déconstruire l'argument religieux utilisé par les ADF pour justifier les massacres des civils dans le Nord Kivu, Ituri et les restes de l'Est de la RDC. Un jour, ici, nous avons lancé une sensibilisation pour demander aux ADF, mais nous apprenons que vous voulez que tout le monde soit musulman, mais c'est pas possible que tout le monde soit musulman. Même dans les pays musulmans, tout le monde n'est pas musulman. Voilà. Donc, et puis si moi vous voulez que je devienne musulman, vous n'avez pas à me tuer pour ça. Prêchez-moi, c'est tout. Pourquoi obliger? Donc si tout le monde peut embrasser la foi, n'est-ce pas, qui lui convient, c'est pas un problème. Pourquoi tuer les gens pour ça? Tu peux te laisser un autre problème. Il faut qu'on le dise clairement. Il s'est de vous rappeler que le Nord Kivu reste sous état de siège depuis 2021. Malgré les opérations conjointes fortes de SUPTF, les ADF continuent de frapper dans les villages du territoire de Beni et Lubero et une partie de la province de l'Ituri. Le gouvernement provincial assure désormais disposer des plans intégrés de prévention et de lutte contre les ADF issus du forum de paix consacré à la problématique des ADF tenu à Beni du 23 au 25 février et de la réunion interprovinciale de Gisankani du 2 au 4 juillet 2026 qui mise sur une approche globale au-delà de tout militaire. Beniville, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Parlons enseignement en République démocratique du Congo avec cette suggestion de l'écrivain Raymond Baïna qui appelle à introduire l'intelligence artificielle et le sécurisme comme branche à l'école primaire. Il était invité de Barotona lors du magazine Bibliothèque francophone. Suivez. Donc, introduisez, je disais, les cours d'initiation à l'informatique. Je suggère aussi les cours de sécurisme soient introduits au niveau des degrés terminales à l'école primaire. Et à l'école secondaire, je souhaiterais que les notions sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait maintenant partie de notre quotidien. On ne sait pas la mettre de côté. Donc, il y a lieu que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont responsables de l'éducation nationale, y pensent.
Alors, laissez-moi quand même épingler une chose, ou c'est peut-être par là que je vais terminer. Dernièrement, nous avons fait appel aux gens de bonne volonté, aux organismes et consorts pour venir en aide aux écoles primaires de Kassavoubou, et aussi donc l'école, par exemple, Saint-Charles-et-Loing, là où j'ai étudié, et dans beaucoup d'autres écoles aussi qui ont besoin de ces cours. Mais j'ai fait aussi un appel aux anciens élèves. Vous avez étudié dans une école ou une autre. Regardez maintenant l'état où se trouve votre école. Ne la laissez pas comme ça. Vous avez le devoir d'apporter votre pierre pour bien organiser les écoles. Acheter des bancs, construire des murs qui sont tombés, etc., etc. Un président américain, vous savez, les Américains, les États-Unis sont un pays développé, mais un de leurs présidents, en l'occurrence, M. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, avait dit une chose lors de son discours d'investiture: ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais plutôt pensez à ce que vous pouvez faire pour le pays. Ces écoles-là nous ont formés, ces écoles-là vous ont formés. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Pourquoi ne pas vous associer pour apporter ne fût-ce que le bien-être à ces écoles-là, tant soit peu, ne fût-ce qu'un banc, ne fût-ce que de la craie, ne fût-ce que repeindre le mur, les tableaux et qu'on sort, ça va aider. Ne fût-ce qu'acheter un ordinateur, ne fût-ce que ça va aider. En tout cas, nous les anciens, nous qui avons étudié, par exemple, nous qui sommes des écoles primaires Christ-Roi, nous lançons un appel à tous les anciens, que ce soit des écoles primaires Christ-Roi ou bien des Saint-Charles-et-Loing, associons-nous, faisons quelque chose. De la province du Kwilu, au quartier Lumbi, à Massamba, dans la commune d'Indinda, la police a mis la main sur deux jeunes inciviques, communément appelés Kuluna, 2 jours après la mort de 2 jeunes. Regardez. Au quartier Lumbi, à Massamba, dans la commune d'Indinda, à Kikwit 3, dans la province du Kwilu, que ces présumés jeunes inciviques, communément appelés Kuluna, ont été interpellés dans une maisonnette où s'est trouvé plusieurs armes blanches, notamment des machettes et couteaux. Opération de la police qui intervient 3 jours après la mort des 2 jeunes dans un contexte marqué par les préoccupations liées à la sécurité. C'est en détention à l'auditorat militaire. Ces présumés Kuluna attendent la poursuite de la procédure judiciaire à travers une audience publique. Parlons du lancement officiel du projet Impulsion Média en RDC, modernisation, protection et accès à l'information des radios des proximités du Congo, avec l'appui de la Direction du développement et de la coopération, une initiative qui a tant contribué à la transformation du secteur médiatique congolais, particulièrement des médias de proximité. Le ministre de la Communication et Médias a été représenté par son directeur de cabinet. Regardez. Impulsion Média en RDC, modernisation, protection et accès à l'information publique, initiative portée par la Fédération de radio de proximité du Congo, FRPC, avec l'appui de la Direction du développement et de la coopération DDC. Elle entend contribuer à la transformation du secteur médiatique congolais, particulièrement des médias de proximité. Présentant le ministre de la Communication et Médias à cette cérémonie, son directeur de cabinet, Nicolas Lianza Likwale, a salué une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées dans les secteurs de la communication et des médias. Il a souligné la nécessité de poursuivre la modernisation du secteur, d'améliorer les conditions professionnelles des journalistes et de renforcer leur protection face aux nouveaux défis liés à la désinformation et aux mutations technologiques. À ce titre, il a annoncé la poursuite des travaux devant conduire à l'élaboration d'une loi sur l'organisation des médias, intégrant notamment les nouveaux acteurs du paysage médiatique et les producteurs de contenu numérique. La protection des journalistes, le directeur de cabinet a insisté sur la responsabilité collective des acteurs du secteur, appelant à la consolidation des mécanismes d'alerte précoce, de protection juridique et de sécurité numérique, avec une attention particulière aux journalistes de proximité et aux femmes journalistes. Évoquant l'accès à l'information publique, Nicolas Lianza a rappelé que le gouvernement entend renforcer les mécanismes permettant aux professionnels de médias d'accéder aux sources officielles, notamment à travers les briefings presse, afin de favoriser une information crédible, accessible et régulière.
Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait un pas de plus vers la modernisation des médias et j'entre directement dans le projet Impulsion Média RDC qui consiste à accompagner les médias congolais dans sa phase de modernisation, tant sur le plan numérique que sur le plan technique professionnel. Partie prenante de ce projet, le groupe interbailleur des médias à travers la représentante AIU de l'UNESCO en RDC, Fatou Mamarega, a encouragé la FRPC ainsi que l'ensemble des parties prenantes à poursuivre avec détermination ce plaidoyer en faveur d'un environnement médiatique plus libre, plus sûr et plus professionnel. Prenons la parole. Le président national de l'Union nationale de la presse congolaise, Amanda Wakamanda Muzembe, s'est exprimé en ces termes. La modernisation du secteur des médias qui contribue à renforcer les capacités des professionnels des médias, l'information publique et à consolider et de reconnaissance professionnelle. À travers Impulsion Média en RDC, les différents acteurs entendent ainsi contribuer à l'émergence d'un paysage médiatique plus professionnel, inclusif, moderne et proche des communautés, dans un contexte marqué par la mise en œuvre progressive de la loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 relative à la liberté de la presse et de ses mesures d'application. Les examens prénuptiaux de futurs conjoints ont été encouragés ce vendredi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par des spécialistes et encadreurs de couples pour prévenir certaines maladies génétiques chez les enfants, souvent exigées par certaines familles et églises aux futurs conjoints. Les examens médicaux permettent de connaître l'état de santé de chacun concernant les infections sexuellement transmissibles, les groupes sanguins et les facteurs rhésus et d'autres identifiants des maladies héréditaires comme la drépanocytose. Regardez. Car cette maladie, c'est la drépanocytose, dirais-je, sur le plan social ainsi que sur le plan économique, nous nous sommes organisés de façon préventive afin de faciliter quand même la tâche aux personnes démunies qui n'ont pas assez de moyens et d'avoir accès au dépistage afin de pallier quand même à ces fléaux qui nous guettent du jour au jour. Oui, est concerné. Le jeune déjà à l'âge de mariage, dirais-je, avant même d'entrer au mariage, et prendre une telle décision, ils sont tous concernés. Nous avons reçu les différents couples qui sont passés sur tous ceux-là qui étaient dans leurs préparatifs de mariage. Nous les avons reçus quand même fréquemment. Nous avons même reçu plus de, je peux dire, 4 couples comme ça incompatibles. Quand on réalise les analyses, on trouve que l'homme est hétérozygote AS et la femme aussi est hétérozygote AS. Quand on va les expliquer les risques qu'ils vont courir pendant leur mariage et puis le risque de la naissance, et du coup ils se décident de se séparer. Et il y a aussi l'autre couple que nous avons dépisté et que l'homme avait une infection à HIV et voilà, du coup, ça ne pouvait pas permettre leur mariage. Voilà l'importance des dépistages. Car que l'homme est résiste positif et sa femme est résiste négatif. Quand ils vont produire leur première grossesse, ce qui fait que le bébé aura le résiste de son père qui est résiste positif. Maintenant, il y a l'échange de sang entre la mère et le bébé. La mère a le résiste négatif et le bébé a le résiste positif. Voilà, le bébé qui a le résiste positif va immuniser sa mère. C'est-à-dire, en produisant, la mère va produire des anticorps qui ne sont pas le propre anticorps de la mère. On les appelle des anticorps. Ainsi s'achève cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, prenez soin de vous ainsi que de vos proches.